La confiance est une chose fragile, une fine couche de glace sur un lac profond et sombre. Anna Miller l'apprit de la manière la plus brutale qui soit, un samedi d'octobre où l'air sentait les feuilles mortes et le mensonge. Pendant 3 longues années, elle avait pourtant cru avoir sculpté une vie de couple exemplaire, le genre de mariage qui suscitait une admiration discrète. Ses amis le lui disaient souvent, avec une pointe d'envie dans la voix, en commentant le regard que Jonathan posait sur elle, ou la façon presque inconsciente dont sa main cherchait la sienne au milieu d'une foule. Leur existence se déroulait dans une charmante maison en périphérie de Duluth, dans le Minnesota, avec un jardin qui descendait en pente douce vers une forêt dense de pins et de bouleaux. Leur soirée, empreinte d'une quiétude rassurante, suivait un rituel qui semblait aussi immuable que le cycle des saisons. Jonathan rentrait de son travail d'architecte, laissait tomber ses clés dans ce même bol en céramique posé près de l'entrée, déposait un baiser sur son front et demandait, avec un sourire las mais sincère, « Qu'est-ce que ma femme préférée nous a préparé ce soir ?» Il était un homme de rire franc, un travailleur acharné qui lui promettait que les week-ends, leur appartiendraient entièrement, comme des îles secrètes à l'abri du monde. Alors, quand Jonathan mentionna son traditionnel week-end de pêche annuel avec ses amis les plus proches Brian Collins, Scott Edwards et Kevin Brooks, Anna n'émit pas la moindre objection. C'étaient les mêmes hommes qu'il fréquentait depuis l'université, une fraternité soudée par des années de parties de chasse à l'aube et de feux de camp crépitant dans les vastes étendues sauvages du nord du Minnesota. Ces escapades de pêche étaient leur sanctuaire, leur tradition sacrée. La veille de son départ, les yeux de Jonathan pétillaient d'une excitation enfantine, celle d'un garçon à qui l'on accorde une dernière grande aventure avant la fin de l'été. « On sera près du lac supérieur », lui lança-t-il en jetant son sac de couchage à l'arrière de son pick-up. La vieille cabane en rondin, au milieu des pins. Juste nous, le feu et le lac. Ne t'inquiète pas si tu n'arrives pas à me joindre. La moitié du temps, ces bois sont une zone morte pour le réseau. Anna l'embrassa sur le pas de la porte. « Amuse-toi bien », lui dit-elle tendrement. « Attrape quelque chose dont tu pourras te vanter pendant des semaines. » Il lui offrit un de ses sourires éclatants, la serra brièvement mais puissamment dans ses bras, et disparut. Le vrombissement de son camion s'estompa dans la rue, laissant derrière lui un silence assourdissant. La maison sembla se figer en son absence. Le premier jour s'étira avec une lenteur pesante. Anna fit le ménage, réorganisa une étagère de livres, lança même un podcast pour meubler le vide, mais le silence était un poids lourd, palpable. Elle prit conscience à quel point le rythme de sa propre vie était calqué sur la présence de Jonathan, le son de ses bottes dans l'entrée, son sifflement légèrement faux lorsqu'il se rasait le matin, son habitude de s'endormir avec un bras négligemment passé sur ses épaules. Le soir venu, la maison lui parut immense, caverneuse. Elle réchauffa des restes au micro-ondes, dîna seule à la grande table de la cuisine et se surprit à rêver d'entendre le son de sa voix. Alors que le crépuscule drapait le jardin d'ombres violettes, Anna s'adossa au comptoir, sirotant une tasse de thé fumant. Une pensée, d'abord douce puis insistante, germa dans son esprit. Demain, c'était l'anniversaire de Jonathan. Ils avaient prévu de le fêter simplement à son retour. Mais pourquoi attendre ? Pourquoi ne pas transformer cette attente en une surprise mémorable ? Elle imagina son visage, d'abord stupéfait puis s'illuminant de joie pure en la voyant apparaître sur le seuil de la cabane, les bras chargés de son repas d'anniversaire préféré. L'image était si douce, si parfaite, qu'elle s'ancra profondément en elle. La décision était prise. Tôt le lendemain matin, bien avant que le soleil ne se lève, Anna attacha ses cheveux, noua un tablier autour de sa taille et ouvrit les portes de son garde-manger. La cuisine s'anima bientôt d'un chaos familier et réconfortant. Elle commença par le dessert, car pour Jonathan, le dessert était la pièce maîtresse de tout festin. Une tarte aux pommes, la recette que sa mère lui avait transmise. D'épaisses tranches de pommes acidulées, généreusement saupoudrées de sucre de canne et de cannelle, soigneusement agencées sur une croûte pur beurre. Elle étala la pâte avec des gestes précis, pinça les bords pour former une jolie collerette, badigeonna le tout de crème et l'enfourna. Tandis que le parfum sucré de la tarte commençait à embaumer la maison, elle s'attaqua au plat principal. Des ailes de poulet marinées dans un mélange de paprika fumé, de poudre d'ail et d'une touche de vinaigre de cidre. Jonathan les aimait extra croustillantes, la peau dorée et boursouflée par la chaleur intense. Elle en tapissa 2 grandes plaques de cuisson,
régla le four à sa température maximale et laissa la magie opérer. Une odeur riche et savoureuse envahit l'espace, se mêlant à celle, plus douce, des pommes et de la cannelle. Sur la cuisinière, une grande marmite de soupe de légumes consistante mijotait doucement. Elle y avait coupé des oignons, des carottes et du céleri en défins, les laissant fondre dans un bouillon de poule maison jusqu'à ce que la vapeur embue les fenêtres. Les matinées de début octobre dans le Minnesota étaient fraîches et mordantes, elle savait que les hommes apprécieraient un repas chaud après une longue journée passée au bord du lac. Pour accompagner le tout, elle prépara une fournée de petits pains briochés, les badigeonnant de beurre fondu à leur sortie du four jusqu'à ce qu'ils luisent. Entre deux minuteries, elle nettoyait son plan de travail, fredonnant au rythme de la radio, entièrement absorbée par ce ballet culinaire, cette offrande d'amour. Elle visualisait la scène, les amis de Jonathan, réunis autour de la table en bois brut, leur rire surpris à son arrivée. Elle voyait Jonathan lui ouvrir grand les bras, la fierté brillant dans ses yeux alors qu'il leur dirait « Regardez ça. Ma femme a fait tout ce chemin juste pour nous apporter le dîner. » Vers midi, la cuisine ressemblait à la vitrine d'une boulangerie-traiteur. Des grilles de refroidissement supportaient la tarte dorée et les petits pains dodus. Des pots de soupe encore chauds étaient alignés sur le comptoir. Du papier d'aluminium recouvrait les plateaux d'ailes de poulet. Anna sortit une grande glacière et commença à tout emballer avec un soin méticuleux. La tarte, enveloppée dans un torchon propre, la soupe, versée dans des thermos robustes, les petits pains, empilés en couches séparées par du papier sulfurisé, les ailes, hermétiquement scellées dans des boîtes. Elle ajouta des serviettes en papier, des assiettes, des couverts et même une grande bouteille isotherme de café fraîchement préparé. Le sac était lourd, mais c'était un poids satisfaisant, comme s'il ne contenait pas seulement de la nourriture, mais toute son intention, son attention et son dévouement. Lorsqu'elle referma le zip, Anna prit un pas de recul et laissa la satisfaction l'envahir. L'anniversaire de Jonathan serait inoubliable. Le lendemain matin se leva, pâle et froid, une fine brume flottant au-dessus des toits du quartier. Anna chargea la lourde glacière sur la banquette arrière de sa voiture. Elle vérifia une dernière fois que tous les contenants étaient bien calés, puis se glissa derrière le volant. Elle resserra son écharpe autour de son cou, mit le contact et observa son souffle former un nuage de buée sur le pare-brise avant que le chauffage ne prenne le relais. Une excitation nerveuse battait dans sa poitrine, un pouls rapide qui lui donnait l'impression que cette matinée était chargée de promesses. Les premiers kilomètres furent faciles, des routes asphaltées traversant les faubourgs endormis de Duluth, longeant des restaurants fermés et des parkings à moitié vides. Mais bientôt, le bitume laissa place aux routes de comté sinueuses, bordées de bouleaux aux troncs argentés et de pins sombres. Les feuilles avaient viré, peignant la canopée de flamboyantes teintes d'orange, de pourpre et d'or. Le ciel était d'un bleu profond, presque violent, et l'air, vif et pur. Anna baissa sa vitre juste assez pour laisser entrer l'odeur résineuse des aiguilles de pin et de la terre humide. Elle jeta un œil à son téléphone, le signal était déjà tombé à une seule barre. Elle savait, pour avoir fait ce trajet une fois auparavant, que la dernière portion de route menant aux cabanes isolées près du lac supérieur était totalement privée de réseau. Jonathan en parlait souvent, mi-plaintif, mi-amusé, comme d'une « zone morte ». On pourrait disparaître là-bas, et personne ne le saurait avant lundi, aimait-il à dire. Anna esquissa un faible sourire à cette pensée. Cette fois, ce serait lui qui aurait la surprise de sa vie. La route se rétrécit, devenant un simple chemin de terre s'enfonçant plus profondément dans la forêt. Des ornières profondes secouaient la voiture, l'obligeant à ralentir jusqu'à une allure de tortue. Elle conduisait avec prudence, les mains agrippées au volant, tandis que les branches des arbres formaient une voûte au-dessus de sa tête, projetant des ombres dansantes sur son pare-brise. Quelque part au-delà de ces arbres, elle imaginait la cabane, Jonathan et ses amis probablement encore en train de bâiller après une nuit passée à refaire le monde, ne s'attendant à aucune visite, et encore moins à la sienne, avec un festin suffisamment chaud pour fumer dans l'air frais du matin. Son cœur accéléra son rythme. Elle revoyait l'expression sur le visage de Jonathan quand il ouvrirait la porte. D'abord l'incompréhension, puis la joie pure, peut-être même une légère gêne adorable devant ses amis. Mais la bonne gêne, celle qui prouverait à quel point elle avait fait des pieds et des mains par amour pour lui. Cette pensée fit monter une douce chaleur à ses joues. La voiture grimpa une dernière petite côte et le terrain se nivela.
Devant elle, la forêt s'ouvrait sur une petite clairière servant de parking. Anna freina, s'attendant à voir l'alignement familier des véhicules, le vieux pick-up de Jonathan, le SUV de Brian avec son pare-choc cabossé, la Jeep usée de Scott et le monospace un peu rouillé de Kevin. Au lieu de cela, elle stoppa net. Garées dans la clairière se trouvaient des voitures qu'elle n'avait jamais vues. Un pick-up noir, neuf et rutilant, brillait sous le soleil, un modèle luxueux qui semblait tout droit sorti d'une concession. À côté, une voiture de sport rouge vif, si basse qu'elle paraissait totalement inadaptée à ces chemins de terre. Un petit coupé urbain blanc complétait la rangée, sa peinture immaculée, ses pneus bien trop propres. Un instant, Anna crut s'être trompée de chemin. Mais elle vérifia machinalement les repères, la courbe des arbres, la vieille clôture de perches affaissée au bord du terrain, le sentier bien tracé qui s'enfonçait dans les bois. Non, c'était le bon endroit. Elle coupa le contact. Un silence total et absolu tomba dans l'habitacle. Puis, à travers ce silence, la forêt charria un son qui n'avait rien à faire là. Une basse. Une basse sourde, martelante, implacable, qui pulsait à travers les arbres. Ce n'était pas le grattement acoustique d'une guitare autour d'un feu, ni le grondement apaisé de voix d'homme, mais une musique électronique, synthétique, calibrée pour les boîtes de nuit, pas pour une cabane de pêcheurs. Anna resta figée, la main encore sur la clé de contact. La glacière sur la banquette arrière lui parut soudain grotesque, presque une moquerie avec son poids de sollicitude domestique. Elle tendit l'oreille. Les sons devinrent plus distincts. À la musique se mêlaient des rires. Des rires aigus, perçants, indéniablement féminins. Le genre de rire libre et insouciant, totalement dissonant avec l'histoire qu'elle s'était racontée tout au long du trajet. Son pouls s'emballa. Quelque chose n'allait pas terriblement pas. L'air extérieur semblait identique, les arbres étaient à leur place, mais la clairière tout entière semblait déformée, comme vue à travers un prisme déformant. Anna serra le volant plus fort, puis relâcha lentement sa prise. Avec une précaution infinie, elle ouvrit sa portière, l'oreille toujours tendue vers ce vacarme incongru. Ce qu'elle avait imaginé une surprise d'anniversaire enveloppée de chaleur et d'amour vacilla, remplacée par un malaise glacial qu'elle ne parvenait pas encore à nommer. Elle sortit de la voiture, le froid de la forêt l'enveloppant comme un manteau humide. Elle laissa la glacière sur le siège, son poids lui étant soudain devenu insupportable, et referma la portière si doucement que le loquet fit à peine un bruit. La musique était plus claire maintenant, vibrant à travers les troncs, ponctuée d'éclats de rire et du tintement de bouteilles. Chaque pas sur le sentier lui semblait assourdissant. Elle suivit le chemin étroit qui menait à la cabane, un chemin qu'elle connaissait. Les branches basses griffaient sa veste, et à chaque pas, son cœur semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. Elle se répétait qu'il devait y avoir une explication logique. Peut-être que d'autres personnes avaient loué une cabane voisine. Peut-être que son imagination lui jouait des tours. Mais lorsque la lisière des arbres s'ouvrit et que la cabane apparut, son souffle se bloqua dans sa gorge. De la lumière jaillissait de chaque fenêtre, une lueur crue et anormalement vive pour cette heure de la journée. Ce n'était ni la douce lueur de lanterne à huile, ni le rougeoiement d'un poêle à bois. C'était une lumière électrique, brutale et aveuglante. La musique tonitruante s'échappait des murs en bois, transformant la vieille cabane rustique en quelque chose d'étranger et de méconnaissable. Anna s'approcha à pas de loup, posant chaque pied avec une lenteur infinie, comme si le sol lui-même pouvait la trahir. Elle atteignit une des fenêtres latérales, dont le rideau n'était que partiellement tiré. Pressant son visage contre la vitre froide, elle regarda à l'intérieur. Et son monde s'effondra. La pièce, d'ordinaire encombrée de cannes à pêche et de boîtes de leurre, sentant le pain et la fumée de bois, était un véritable chaos. La table était jonchée de bouteilles de whisky, de vodka et de champagne, certaines à moitié vides, d'autres renversées. Une fumée de cigarettes âcres flottait dans l'air. Une boule à facettes bon marché projetait des cercles de lumière criarde sur les murs en rondins. Et au centre de ce pandémonium se trouvait Jonathan. Son mari. Il était avachi sur le canapé, une bouteille à la main. Sur ses genoux, une jeune femme blonde vêtue d'un short en jean et d'un haut minuscule était perchée. Sa tête reposait contre son épaule, un bras passé nonchalamment autour de sa taille. Il lui murmura quelque chose à l'oreille, et elle rejeta la tête en arrière dans un rire sonore, révélant une bande de police.
Jonathan sourit et déposa un baiser au sommet de ses cheveux. Anna sentit l'air lui manquer, mais aucun son ne put franchir ses lèvres. Son regard balaya la pièce, et le cauchemar s'intensifia. Brian, celui qui parlait toujours avec une telle fierté de sa femme Emily et de leur petit garçon, avait un bras autour de deux femmes en même temps. Scott, qui se plaignait si souvent de migraines, avait plaqué une femme aux cheveux noirs contre le mur, sa bouche dans son cou. Et Kevin, d'habitude si réservé, avait une main qui disparaissait sous la jupe d'une autre femme qui gloussait. La cabane n'était pas un refuge de pêcheurs. C'était un lieu de débauche. La musique assourdissante, l'odeur d'alcool, les rires stridents de ces femmes drapées sur des hommes qui étaient censés être des maris et des pères. Tout cela se fondait en une parodie grotesque de la vie qu'elle croyait être la sienne. Anna sentit sa poitrine se comprimer. Elle resta collée à la vitre, voulant graver chaque détail dans sa mémoire. L'angle de la main de Jonathan sur la hanche de cette fille. La sueur qui brillait sur la tempe de Scott. Les yeux de Kevin, brillants d'une faim qu'elle ne lui avait jamais vue. Son corps tremblait, mais ce n'était pas de la colère. Pas encore. C'était le choc glacial de la trahison, celui qui vous glace le sang. Son esprit hurlait, lui ordonnant d'entrer, de tout fracasser, d'exiger des réponses. Mais son corps refusait de bouger. Elle était un fantôme assistant à l'effondrement de sa propre vie. La nourriture qu'elle avait préparée avec tant d'amour lui revint en mémoire. La tarte aux pommes. La soupe chaude. Cela lui parut obscène, risible. Une blague cruelle qu'elle s'était faite à elle-même. Puis, lentement, comme guidée par un instinct de survie plus profond que la douleur, elle sortit son téléphone. Ses doigts ne tremblaient pas. Ils étaient froids et précis. Elle ouvrit l'application de l'appareil photo, passa en mode vidéo et leva le téléphone à hauteur de la vitre. L'objectif enregistra tout, sans trembler. Jonathan se penchant pour murmurer à l'oreille de la blonde. Brian dansant maladroitement. Scott et la brune contre le mur. Kevin et sa main baladeuse. Elle fit un plan panoramique de la pièce, capturant les bouteilles vides, les cendriers qui débordaient, les vêtements jetés au sol. Elle tenait le téléphone comme une arme. Chaque image était une preuve. Chaque visage, une condamnation. Lorsqu'elle fut certaine d'avoir enregistré plusieurs longues minutes de cette trahison ininterrompue, elle baissa le téléphone. Elle se détourna de la fenêtre, sans un bruit, et rebroussa chemin. Le trajet du retour fut un long tunnel flou. Elle conduisait en silence, la musique de la cabane résonnant encore dans ses oreilles. Mais son esprit était d'une clarté terrifiante. De retour chez elle, elle gara la voiture et laissa la glacière sur la banquette arrière. Elle entra, posa son téléphone sur la table basse et s'assit. Le silence était maintenant un allié. La douleur arriva enfin, une vague brûlante qui menaçait de la submerger. Mais quelque chose de plus froid et de plus dur fit surface, la raison. Une lucidité forgée dans le feu de la trahison. Elle ne pleura pas. Elle attrapa son ordinateur portable. Elle travailla toute la nuit. La vidéo tournait en boucle sur son écran pendant qu'elle faisait des captures d'écran, zoomant sur les visages. Elle ouvrit des dizaines d'onglets, épluchant les réseaux sociaux. Un collier spécifique la menait à Christina, une étudiante. Un tatouage sur une épaule a révélé Lara, une danseuse. Des ongles manucurés de façon unique l'ont conduite à Alina, une prothésiste angulaire. La dernière, Dasha, ne cachait rien de son style de vie sur son profil public. Chaque découverte était un nouveau coup de poignard, mais aiguisait aussi sa détermination. Quand la première lueur grise de l'aube filtra à travers les stores, Anna avait un dossier complet. La douleur était toujours là, un poids mort dans sa poitrine. Mais au-dessus flottait une résolution de fer. Elle n'allait pas crier. Elle n'allait pas supplier. Elle n'allait pas s'effondrer. Elle avait un plan. Au milieu de la matinée, elle prit un vieux téléphone prépayé qu'elle gardait pour les urgences. Elle créa un compte de messagerie anonyme. Puis, elle ouvrit l'application de messagerie, créa un nouveau groupe et tapa le titre en lettres capitales, VOS Marie Pêcheur. Un par un, elle ajouta les numéros qu'elle avait passé la nuit à trouver. Emily Collins, la femme de Brian. Heather Edwards, la femme de Scott. Claire Brox, la femme de Kevin.
Et puis les autres, Christina, Lara, Alina, Dasha. 8 femmes, toutes liées par les mensonges de 4 hommes. Enfin, elle sélectionna le fichier vidéo et appuya sur « Envoyer ». Pas un mot d'explication. Juste la vérité brute, sans filtre. Pendant quelques secondes, il ne se passa rien. Puis les accusés de réception apparurent. Elle imagina les téléphones vibrer dans des cuisines, des bureaux, des salons de beauté. Le premier message fut celui de Christina, « C'est quoi ça? Qui êtes-vous » Puis la conversation explosa. La fureur des épouses, la panique des maîtresses. Les accusations, les dénégations, les menaces. Emily, Brian, qu'est-ce que c'est que ça? Heather, Scott, réponds-moi tout de suite, Claire, Kevin. C'est toi, Alina, je ne savais pas qu'il était marié. Il m'a dit qu'il était divorcé, je le jure, Emily, ne jouez pas les innocentes. C'est mon mari. Le père DEMON fils.Heather, c'est fini, Scott. Tu m'entends? Fini. Ne prends même pas la peine de rentrer à la maison. Anna s'adossa à sa chaise, le visage impassible, et regarda le chaos se déchaîner sur le petit écran. Ce n'était plus son fardeau à elle seule. Elle l'avait partagé. Elle l'avait rendu à ceux à qui il appartenait. Son propre téléphone se mit à vibrer sans interruption. Jonathan. Elle ignora. Le lendemain matin, la porte d'entrée s'ouvrit. Jonathan entra, l'air fatigué mais triomphant. « Chérie, je suis rentré » cria-t-il. « Tu ne devineras jamais le week-end qu'on a passé. » Le poisson mordait comme jamais. Anna ne se leva pas. Elle tourna une page de son livre et dit d'une voix parfaitement neutre, « Bonjour, Jonathan. » Il s'approcha, perplexe devant sa froideur. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle leva les yeux vers lui, son regard vide de toute l'affection sur laquelle il avait toujours compté. « Tu t'es bien amusé avec Christina ?» Le nom tomba dans la pièce silencieuse comme une enclume. Le visage de Jonathan se décomposa, passant de la confusion à la panique pure. « Anna, je peux expliquer. » « Il n'y a rien à expliquer, » dit-elle calmement en lui tendant son téléphone, ouvert sur le groupe de discussion apocalyptique. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant les messages. « S'il te plaît, » supplia-t-il, s'effondrant sur le canapé. « Ne fais pas ça. Je t'aime. On peut arranger les choses. » Sans un mot, Anna retira son alliance de son doigt. Elle la posa sur la table basse, à côté de ses clés de voiture. Le petit bruit métallique fut plus fort que n'importe quel cri. « C'est toi qui as mis fin à notre mariage, » dit-elle doucement. « Moi, je ne fais que le constater. » Elle prit son sac à main, se dirigea vers la porte et l'ouvrit sans un regard en arrière. La voix de Jonathan se brisa derrière elle, l'appelant, la suppliant. Mais elle ne s'arrêta pas. La porte se referma dans un clic doux et définitif, le laissant seul dans le silence d'une maison qui n'était déjà plus la sienne. Un an plus tard, le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers la grande baille vitrée d'un petit appartement lumineux surplombant le lac Michigan, à des centaines de kilomètres de Duluth. Anna arrosait ses plantes, fredonnant une mélodie qu'elle avait entendue à la radio. Elle avait coupé ses cheveux, suivi une formation en design floral et travaillait maintenant dans une boutique qu'elle adorait. La douleur de la trahison s'était estompée, laissant place à une cicatrice discrète, un rappel non pas de la peine, mais de sa propre résilience. Son téléphone bipa sur le comptoir. C'était un message d'un numéro qu'elle avait fini par enregistrer. C'était Emily, l'ex-femme de Brian. Les premières semaines après le cataclysme, elles avaient échangé quelques messages, puis Claire et Heather s'étaient jointes à elles. Pas pour parler des hommes, mais pour se soutenir mutuellement à travers les dédales du divorce, de la garde des enfants et de la reconstruction. Une sororité improbable était née de ces ruines. Le message d'Emily était une photo. Elle était sur une plage avec son fils, tous deux souriant à pleines dents, le visage éclairé par le soleil. Le texte disait simplement « On a pensé à toi. J'espère que tu es aussi heureuse que nous. Tu nous as libérés, Anna. » Merci. Anna sourit. Elle regarda son propre reflet dans la vitre. Elle vit une femme qu'elle reconnaissait à nouveau. Une femme entière, en paix.
Elle n'avait pas simplement survécu, elle avait fleuri. Jonathan et ses amis, aux dernières nouvelles, avaient tout perdu. Leur mariage, leur réputation, et même cette amitié toxique qui avait fini par les dévorer de l'intérieur, chacun rejetant la faute sur l'autre. Mais Anna ne pensait plus à eux. Elle regarda le lac, dont la surface scintillait comme une promesse infinie. La glace avait bel et bien rompu cet automne-là, la plongeant dans des eaux glaciales. Mais elle avait appris à nager. Et maintenant, enfin, elle était arrivée sur le rivage, plus forte et plus libre qu'elle ne l'avait jamais été. C'était son véritable anniversaire. Le premier jour du reste de sa magnifique vie.